Bonjour à tous, bienvenue dans le coin de l'art pour cette première vidéo, première rubrique aussi, forcément, début de la chaîne. On va parler des peintres célèbres en leur temps, donc comme son nom l'indique, on va essayer de s'intéresser pas à ce que l'histoire a conservé, à ce que la postérité a gardé parmi les peintres, les peintres reconnus par le temps, mais justement ceux qui, de leur vivant, ont connu le succès. Ça permettra de découvrir de nouveaux artistes. Vous allez bien sûr tomber sur des artistes que vous connaissez comme Nicolas Poussin par exemple, mais c'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux artistes et de se poser la question pourquoi ils étaient connus et pourquoi aujourd'hui ils sont peu voire pas connus. Donc c'est ces questions-là qu'on va se poser à chaque fois. Donc vous l'avez vu dans le titre aussi, on va parler de Jean-Dominique Ingres qui est quand même assez connu, il faut le reconnaître, qui est très connu pour les professionnels ou les étudiants d'histoire de l'art. C'est un des peintres majeurs de l'histoire, mais un peu moins connu, je trouve, parmi le public des musées et encore moins vers le grand public. Donc, dans cette série de vidéos, vous aurez aussi donc, des peintres de toute époque. Par exemple, quelques exemples comme ça à la volée, au XVe siècle. On verra bien sûr des peintres, mais on commencera dans un premier temps par le XVIe, je pense, par le Cavalier d'Arpin. Au XVIIe siècle, je pense qu'on verra Simon Vouet, au XVIIIe, Charles-Antoine Coipel, au XIXe, Alexandre Cabanel. Donc, des noms qui vous disent peut-être quelque chose, vous avez peut-être vu le nom apparaître, mais qui sont rarement étudiés. Il y a peu ou pas d'ouvrages parmi les noms que j'ai cités. Donc ça va être ça le but de cette rubrique, une des rubriques parmi tant d'autres. Alors évidemment, vous aurez la même chose pour les sculpteurs célèbres en leur temps. Donc Ingres. Ingres, c'est un cas très très particulier, puisque c'est un peintre c'est un cas qui permet de déconstruire beaucoup d'idées reçues, de mythes sur l'histoire de l'art, et qui est particulièrement compliqué à comprendre, à connaître. Donc pour vous en convaincre, on va prendre deux citations de Ingres. D'abord la première qu'il a écrite à son ami Jean Forestier, que vous voyez apparaître, donc là, vous l'avez la citation complète. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il dit qu'il voudrait être ce révolutionnaire-là. Il sait que l'art a besoin d'être révolutionnaire. Alors ce qui est étrange, puisque je vous rappelle que normalement, en 1784, David est censé avoir rénové l'art avec le serment des Horaces, avec un retour à des règles plus classiques, dirons-nous. Et pourtant, pour Ingres, il a cette conscience de dire non, l'art doit être vraiment rénové pour lui, David. Donc déjà, vous voyez bien que affilier vraiment Ingres à David comme peintre néoclassique, c'est déjà particulier, parce que pourquoi voudrait-il révolutionner s'il est lui-même de ce courant? Bon. Le reste de la phrase est très important. Je ferai tant des pieds et des dents que cela sera peut-être un jour, et j'y mets toute mon ambition. Donc là-dedans, vous voyez bien, il est prêt à tout, les dents, il est prêt à tout, à se battre, et il a de l'ambition. Donc on est très loin de l'image de l'artiste désintéressé. Alors ça, d'ailleurs, vous le verrez sur la chaîne, c'est très très rare, les artistes désintéressés qui font de l'art juste pour le plaisir, ou pour l'art lui-même, ou pour exprimer quelque chose au fond d'eux. Ça existe, mais la plupart de ceux qui ont percé, c'est des gens qui avaient quand même un côté carriériste un petit peu, qui ont fait un peu des arrangements, des stratégies, qui ont des fois peint en fonction aussi des demandes. C'est la réalité un petit peu du monde artistique, et Ingres est un exemple, bien sûr, exacerbé pour ça. Ingres aussi a dit, deuxième phrase qui m'intéresse, une chose bien dessinée est toujours assez bien peinte. Donc ça, c'est un point très intéressant chez Ingres. C'est pas tant une sorte de classicisme, c'est le dessin. Ce qui le caractérise et ce qui va l'opposer à quelqu'un comme Delacroix, c'est que pour lui, la primauté va au dessin. Donc il se met dans la suite d'une tradition où le dessin prime sur la peinture. C'est ça qui le caractérise, et c'est ça qui fait qu'il va être critiqué par ceux qui défendent le romantisme, par les impressionnistes, etc. C'est parce que, et par tous ceux qui veulent vraiment une modernité après les années 1850, c'est ça, c'est qu'il est encore là-dedans dans le contour. Pour lui, un personnage, c'est avant tout un contour. Or, certains vont dire, non, nous ne sommes pas de contour. Quand on voit quelqu'un, on ne voit pas un contour. Voilà. Donc ça, c'est deux points intéressants. Rien qu'avec ça, vous avez déjà de quoi comprendre assez bien Ingres et sortir des clichés sur ce peintre qui se contente de le mettre comme néoclassique. Vous voyez que ça ne marche pas et que c'est très réducteur. Et on va aller même plus loin. On va dire, ok, jouons le jeu, partons du principe qu'il faut classer Ingres. C'est jamais une bonne idée.
de classer les artistes, c'est très réducteur et souvent ça fait faire des erreurs. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur la page Facebook du Caravage, mais de souvenir, il était classé comme baroque, ce qui n'a vraiment aucun sens. Donc c'est ce genre de risque. C'est qu'on se dit, bon, ben, il a vécu plus ou moins au XVIIe, au XVIIe c'est baroque, donc c'est baroque. Ou du moins au XVIIe c'est classique et baroque, ben lui il n'est pas classique, il est baroque. Souvent ça fait faire des erreurs. On va voir que dans le cas de Ingres, si on veut absolument le classer, c'est très difficile, et surtout, c'est même impossible. Donc je vais vous passer une série de tableaux, donc des tableaux qu'on va revoir en détail durant la biographie, série de tableaux qui sont des tableaux particulièrement importants. Premier tableau. Achille recevant les ambassadeurs de l'Agamemnon en 1801. Il est particulier parce qu'il a eu le prix de Rome pour ce tableau, donc c'est un moment important. On reviendra sur ce que veut dire le prix de Rome dans la vidéo, puis il y aura une vidéo particulière sur le Grand Prix de Rome, qui était un petit peu l'aboutissement des études d'art en France depuis le XVIIe siècle jusqu'au XIXe, même si ça existait jusqu'à 1968. Ça avait vraiment une valeur pour lancer une carrière. Et donc quand vous voyez ce tableau, alors je vous mets la comparaison entre deux tableaux. On pense évidemment au Serment des Horaces de David, qui est le tableau qu'on classe néoclassique en premier, hein, bien sûr, qui est celui qui aurait lancé le néoclassicisme, si il existe un néoclassicisme, c'est une autre question. Donc on se dit voilà, donc c'est une évidence, vous voyez, il est l'élève de David, il reprend David, c'est du néoclassicisme. D'accord. Passons au deuxième tableau. Napoléon Ier sur le trône impérial, 1806. Donc, il est à peine de terminer sa formation, hein, au moment où il fait ça. Et ce tableau va choquer. C'est-à-dire, pour beaucoup de commentateurs de l'époque, ce tableau était archaïque. Il n'était pas néoclassique, hein, il n'était pas dans la mouvance du moment, il était archaïque. Certains l'ont comparé des œuvres du XVe siècle, de Van Eyck, par exemple. Quant à d'autres, ils ont utilisé le mot gothique, barbare, pour utiliser ça. Pour eux, alors là je vous mets une comparaison, j'exagère à peine, c'est ça qu'ils voyaient, vous voyez, cet dessin, ce portrait byzantin. Pour eux, c'est ça qu'ils voyaient. Le fait de faire de face, c'était désuet depuis longtemps. Ce côté un petit peu lourd, sérieux, et puis un peu hiératique, ça ne se faisait plus du tout. Alors, donc vous voyez qu'en quelques années, en 5 ans, c'est très différent. Mais quand on se rappelle les phrases du début, hein, les phrases de révolutionnaire, il veut être révolutionnaire, il veut réformer l'art, voilà, ça fait partie de ses tentatives. Et à chaque tableau, enfin, souvent il va tenter, il va faire des propositions pour réformer. Et quand ça ne marchera pas, il fera autre chose. Ça va être le cas par exemple, alors en 1813, on avance encore un petit peu, c'est en Italie, hein, ça on va en parler dans les prochaines vidéos, mais le songe d'Ossian. Alors, chose qui frappe dans ce tableau, évidemment, c'est le clair-obscur. Clair-obscur qui est très, rappelez-vous, le tableau néoclassique, baigné de lumière, hein, souvent c'est ça, les tableaux de Nicolas Poussin sont baignés de lumière. Ici, le clair-obscur qui est plutôt l'apanage des romantiques, si on parle style, déjà. Et puis ce n'est pas tout, Ossian. Alors Ossian qui est-ce, en quelques mots? Ossian, on croyait à cette époque-là que c'était un poète de Grande-Bretagne, écossais je crois, qui avait écrit au Moyen-Âge des poèmes épiques et qui était à la hauteur finalement presque de Homère, et c'était devenu pour les défenseurs du romantisme leur Homère, si vous voulez. Sauf qu'il s'est trouvé que c'était en fait une mascarade et que c'était en fait un poète anglais du 18e qui avait pondu ça sous un faux nom et qui avait voulu tromper tout le monde. Donc ça a été découvert, mais au départ on y a cru. Mais il se trouve que justement c'était plutôt, alors que Homère était la référence pour les néoclassiques, je vous rappelle on reste dans le cadre des catégories justement pour voir les limites des catégories. Je ne dis pas qu'il y a des néoclassiques, c'est juste pour vous dire, partons du principe qu'il y a des styles. Bien clair, bien séparé. Donc les néoclassiques c'est Homère, et vous avez de notre côté les romantiques c'est Ossian. Là, Ingres nous fait du clair-obscur et du Ossian. Étrange. Ensuite, on avance de une année, la grande odalisque. Alors là, vous avez deux choses. Premièrement, vous avez cette forme serpentine. Et deuxièmement, vous avez la déformation des corps. Parce que si vous prêtez attention au torse de l'odalisque, vous allez voir que c'est un petit peu trop éloigné. Certains ont même essayé de compter, et les critiques d'art de l'époque ont dit qu'il avait rajouté 2 vertèbres. Au bas du dos, il y avait 2 vertèbres supplémentaires. Est-ce que c'est une erreur? Pas du tout. Il était 1 mètre, il l'aurait vu, il l'aurait modifié, c'était 1 mètre.
C'est juste qu'il s'inspirait du courant du milieu du XVe siècle, on pourrait dire, du maniérisme. C'était une approche qui n'hésitait pas à déformer les corps pour avoir plus d'expressivité et qui aimait beaucoup les formes serpentines au lieu des formes droites. Alors, un exemple, là je vous mets une deuxième œuvre pour vous montrer, une œuvre du maniérisme de Parmigiano, alors en France on l'appelle le Parmesan, au lieu de il Parmigiano, la Vierge au long cou, donc vous voyez cette déformation, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, une œuvre avec qui il a eu un grand succès, le vrai début de la carrière de Ingres, ce que nous verrons dans des prochaines vidéos, c'est donc là avec le vœu de Louis XIII. Ici, pourquoi il a eu du succès? Parce que tous ceux qui cherchaient un successeur à David, David est encore vivant pour quelques années, mais en revanche, il est exilé depuis le retour de la monarchie. Donc on cherche un suiveur, on sent la montée du romantisme, on sent d'une nouvelle façon de peindre, Géricault, Delacroix, donc on cherche un meneur. Et là, avec ce tableau, on va se dire, ah oui, là on est quelqu'un qui renoue avec la grande tradition. Et c'est quand on voit ce tableau, je vous mets un tableau de Raphaël, la Madone de Foligno, de 1514, on retrouve cette découpe, partie terrestre, partie céleste, et bien sûr les putti, chose qu'on ne voyait plus. Enfin, qu'on ne voyait plus. On en trouvait beaucoup au XVIIIe siècle des putti, mais pas en tout cas sur les tableaux néoclassiques, justement, qui cherchaient à représenter quelque chose de plus vraisemblable. C'était plus, le XVIIIe était plus sur la mythologie, la fin XVIIIe et le début XIXe avec David était plus sur l'histoire ancienne, l'histoire des Grecs, l'histoire des Romains. Donc ici, vous voyez, maintenant on est au niveau des grands peintres de la Renaissance, en rappelant que Raphaël était le peintre favori de Ingres. Ensuite, l'apothéose d'Homère, 1827. Alors là, c'est le grand duel de 1827 au Salon entre Ingres et Delacroix. Les deux sont adoubés par chaque camp. Et vous allez avoir l'apothéose d'Homère face à la mort de Sardanapale, un duel de style. Ici, on pourrait dire, ah ben, oui, ça y est, là, on est sur du néoclassicisme, c'est Homère, il y a une architecture antique derrière. Mais attention, si vous prenez en détail la liste des personnages. En fait, il se trouve que c'est une sorte de panthéon que nous propose Ingres, puisqu'il a tous les personnages que vous voyez sont des grands artistes, des écrivains, des peintres, des sculpteurs. Vous retrouvez bien sûr Homère au centre, mais vous retrouvez aussi en bas, à gauche et à droite, vous devez reconnaître Poussin et Molière. Mais vous allez avoir des peintres de l'Antiquité comme Apelle, mais plus étonnant, vous allez avoir des fois des personnages comme Shakespeare qui étaient plutôt défendus, ou Dante, vous avez aussi Dante Alighieri qui est là, qui sont plutôt en général défendus par les romantiques. En rappelant que quelques années avant, justement, Delacroix avait fait le célèbre tableau La Barque de Dante. Donc vous voyez, là encore, ça paraît simple, mais non. Les prix, c'est pas aussi simple que de dire c'est néoclassique ou c'est romantique. Un autre tableau, Monsieur Bertin, 1832. Alors là, vous le voyez bien, on dirait du réalisme, entre guillemets. Là, il n'a pas cherché à faire des tableaux dans le genre de David. Au contraire, c'est du photoréalisme. Donc là encore, on est dans quelque chose de très différent. C'est une des particularités des portraits de Ingres, c'est ce photoréalisme. Pour terminer, une œuvre très très célèbre aussi, le bain turc. Alors le bain turc a classé, si on devait le classer, dans l'orientalisme. L'orientalisme n'est pas un style, mais un courant, on va dire. C'était plutôt un réservoir de sujets, donc une logique iconographique où on voulait représenter l'Orient. Pas l'Orient tel qu'il est. Alors quand je dis l'Orient, c'est-à-dire souvent les pays du Maghreb, la Palestine, l'Irak, etc. C'était un Orient fantasmé, bien entendu, avec des harems, des esclaves, hein, des odalisques, etc. Et alors c'est vrai que plusieurs des peintres de styles différents se sont intéressés à l'Orient, mais en général, l'Orient faisait écho au Moyen-Âge. On y voyait comme une sorte de Moyen-Âge qui existait encore, par le retard, mais le charme. Et c'est pour ça que ça a surtout intéressé les peintres romantiques. Personnage, Ingres, très particulier, qui est impossible à classer, mais qui montre aussi un petit peu la fatuité de ce système de classification. Alors, comment expliquer cette originalité? Déjà par sa naissance. Alors en histoire de l'art, ça c'est très important à retenir. Le principe de génération
est essentiel. Souvent, pour comprendre des artistes, il faut revenir à de quelle génération, quels sont les artistes de leur époque. Alors ça ne veut pas dire qu'être né en 1777 fait que vous êtes tous pareils, bien sûr, mais vous allez retrouver des similitudes. En général. Pourquoi? C'est très très simple, parce que vous avez connu les mêmes choses, vous avez grandi à la même époque, vous avez eu à peu près la même culture visuelle, les mêmes événements, donc ça va un petit peu formater. Donc, il se trouve que ces années 1780, il n'y a pas vraiment d'artistes célèbres dans ces années-là. Vous avez des étrangers qui sont à peu près dans ces années-là, William Turner, John Constable et Runge, donc c'est pas en France, hein, donc on ne va pas comparer, ils n'ont pas le même vécu. Et alors, les contemporains, ils sont plus nés avant, mais contemporains de Goya et David, on resitue, voilà, c'est à peu près cette époque, même s'ils sont nés avant. Et sinon, les autres peintres célèbres qui suivent, c'est Delacroix et Corot, qui sont nés à la fin des années 1790. Donc c'est une autre génération, c'est un autre point de vue, une autre vision de l'art, etc. Donc déjà, c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté, c'est un petit peu des seuls artistes de ces années 1780 à avoir véritablement percé, devenu vraiment très célèbres. C'est pour ça que je pense qu'il y a d'autres artistes peut-être qui se rapprochent d'Ingres, mais qui sont finalement qu'on ne connaît pas, parce qu'ils n'ont pas percé. Et parmi ceux qui ont percé, il est un petit peu isolé. Après, il y a les importances des origines régionales. Toujours se rappeler que si les artistes faisaient leur carrière à Paris, les grands artistes, au départ, ils ont grandi, ils ont été des fois formés au départ dans leur région, et ils ont pu avoir une terrible importance. C'est le cas de Redon, par exemple. Je vais vous en parler bientôt dans une vidéo sur le colloque international sur Odilon Redon, qui avait eu, et dans une future vidéo sur Redon, il a été très influencé au niveau régional. Alors ici, il faut vraiment rattacher Ingres au cénacle des artistes montalbanais et toulousains, avec qui il était en contact grâce à son père, qui était bien implanté localement. Et ça a vraiment, on le verra dans sa biographie, ça a vraiment influencé toute sa carrière, au niveau de sa vision de l'art. Alors le côté carriériste, je vous en ai un petit peu parlé, de Ingres, c'est vraiment un caractère fort chez Ingres. Alors on verra qu'il y a beaucoup de peines comme ça, mais alors lui, c'est une de ses caractéristiques. Je vais vous donner quelques exemples, évidemment. D'abord une phrase de Théophile Sylvestre. Théophile Sylvestre, un critique d'art célèbre du 19e, qu'on verra dans la rubrique dédiée aux critiques d'art, évidemment. Alors cette phrase, Monsieur Ingres, alors je vous l'affiche pour que vous puissiez suivre, a fini par dominer à force de brouillerie, de réconciliation, de démission donnée et réitérée, de pleurs, de prêches, d'ambassades, de haute protection et d'amitié patiente. On est pour ainsi dire contraint de l'admirer par ordre. Donc là, il a résumé tout ce qu'a fait Ingres pour être connu. Alors vous pourrez dire oui, mais c'est des médisances de quelqu'un qui n'aime pas Ingres. Et pourtant, dans la lettre dont je vous ai parlé au début de la vidéo à Jean Forestier, Ingres disait lui-même « Une extrême sensibilité et un désir insatiable de gloire me tourmentent ». Donc au départ, c'est vraiment ça. Il ne parle pas que d'art, il parle aussi de succès, de gloire. Autre point important, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Ingres pour débuter la chaîne, c'est que Ingres était aussi musicien. Vous connaissez certainement tous l'expression violon d'Ingres, qu'on réduit des fois au simple hobby. En fait, non, la définition est beaucoup plus précise. Hein. Alors, en fait, le violon d'Ingres, c'est une activité extra-professionnelle faite à haut niveau et qui aurait pu devenir votre activité principale. C'est vraiment ça, un violon d'Ingres. C'est une expression qui naît dès le 19e siècle dans l'entourage de Théophile Gautier. On dit l'entourage parce qu'on n'est pas sûr de qui a été le premier, mais c'est dans ce contexte-là que ça a été utilisé. Donc c'est vrai que Ingres était, on le verra, une vraie formation musicale, aurait pu être violoniste de métier. Il était dans le milieu musical, il fréquentait beaucoup de musiciens, d'ailleurs comme Delacroix, ça c'est un point commun qu'ils ont. Il participait à des soirées intimes où il tenait le second violon dans des quatuors à cordes de Beethoven ou de Cherubini. Voilà ce qu'il aimait jouer, du Cherubini, du Beethoven. Et Cherubini d'ailleurs, le grand Cherubini, lui a dédié, pour le remercier, un canon à 3 voix qui s'appelle « O salute Ingres ». Donc même c'est un honneur, montrer qu'il était très apprécié aussi parmi les musiciens. D'ailleurs, dans ses œuvres, vous verrez, là je vous montre une œuvre par exemple, qui lie
peinture et musique chez Ingres, c'est Stratonis, l'opéra Stratonis de Méhul, très célèbre aussi au fin 18e, début 19e, pour ses opéras. Donc c'est une œuvre qui date de 1792, mais qui a été reprise entre 1800 et 1806, date à laquelle on trouve des dessins et des peintures sur Stratonis de Ingres. Et puis de manière générale, aussi, il a fait beaucoup de portraits de musiciens, comme Paganini notamment. Alors en général, c'était des dessins d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais c'était des dessins. Nous le reverrons un peu plus tard, donc Paganini en 1819. Donc aujourd'hui, pour terminer cette vidéo, on va s'intéresser à la période de formation régionale de Ingres. Donc il est parti à Paris en 1797, donc de 1780 à 1797, hein, il était là, il a suivi des formations. Donc d'abord son père, qui était sculpteur et musicien, donc il avait lui-même ces deux talents. Il va lui enseigner à la fois le dessin et le violon. Donc dès le départ, il a les deux. Et vous voyez comme quoi vraiment la formation d'origine va être cruciale. Il va rentrer aussi dans ces années-là au Conservatoire de Toulouse. Il va faire du violon, notamment un concert avec son père alors qu'il est âgé de 8 ans. Donc ça prouve que il a vraiment du talent pour être capable de jouer. Donc on est vraiment sur un cursus d'un violoniste professionnel. Ça va lui servir pour payer ses cours à l'école des beaux-arts de Toulouse. Ça, c'était assez classique. Quand on était très bon, on faisait ça pour récolter un peu d'argent, pour pouvoir financer des cours de musique en général, ici, d'art, de beaux-arts. Pendant 2 ans, il va être deuxième violon de l'orchestre du Capitole de Toulouse. Donc ça montre le niveau quand même qu'il a atteint en musique, donc qu'il pouvait vraiment faire carrière. Il va y jouer d'ailleurs le concerto numéro 22 de Viotti, qui restera à tout jamais son œuvre fétiche, qui demandera qu'on lui joue d'ailleurs au moment de sa mort. Et c'est une chose assez intéressante, je m'arrête là-dessus, ça prouve que des fois, le décalage qu'il peut avoir des fois entre l'art d'un artiste, ou l'époque à laquelle, et la musique qu'il aime. Et c'est vrai que chez Ingres, finalement, il restera toujours attaché à cette musique de la fin du XVIIIe. Je vous ai dit Cherubini, je vous ai dit Beethoven, mais aussi Viotti. Viotti, on le verra dans les séries de vidéos sur les violonistes-compositeurs, c'était le maître de la musique pour violon et des violonistes à la fin, pour la fin du XVIIIe et une partie un petit peu du XIXe. Après, il est détrôné totalement par Paganini et un petit peu oublié. Et donc, il continuera à jouer. Donc, je vous mets un lien d'ailleurs pour l'écouter. Ça vous donnera une idée des goûts d'Ingres en matière musicale. Alors après, la formation d'Ingres dans les beaux-arts va être aussi un peu autodidacte, puisqu'il va s'entraîner à dessiner en copiant les estampes de la collection de son père. Donc une collection très large, du Raphaël, du Titien, du Corrège, du Ténier, du Rubens, du Watteau, du Boucher. Vous avez un nombre incroyable de genres, de styles d'artistes différents. Ce qui explique aussi peut-être sa diversité. Et on voit une fois de plus comme le contexte est essentiel. Mozart n'aurait pas été Mozart si son père n'était pas lui-même un très bon musicien, hein, Léopold Mozart. Et ici, Ingres a la chance d'arriver dans une famille où il y a tout ce qu'il faut pour apprendre la musique seul, pour apprendre l'art aussi, avec son père, etc. Il va être confié aux frères des écoles chrétiennes jusqu'en 1891. Mais il ne fera jamais d'études secondaires et ça va rester une grande frustration chez lui, ce manque en fait de connaissances, de culture. Et ça sera un truc qu'on fera souvent remarquer, posé à Delacroix, puisque Delacroix était très cultivé, écrivait assez bien, et ça avait vraiment une opposition entre les deux artistes. Alors il sort forcément avec des connaissances médiocres et des lacunes en orthographe et en grammaire, ça va le suivre, il va rattraper ce retard progressivement pour arriver à une assez bonne culture, je vous rassure quand même, mais voilà, il va devoir garder cette frustration. Les premiers dessins, bon, j'ai pas d'exemple en soi, mais à vous montrer, qui date de 1789, donc il a 9 ans, enfin en tout cas ce qui nous reste. Ce sont des dessins d'après l'antique, des dessins donc de torse sculpté antique et aussi une tête de Niobé. C'est pas intéressant artistiquement, mais c'est à voir. À partir de cette date, justement, à partir de 91, justement où il arrête ses études chez les frères, il va rentrer à l'Académie de Toulouse. Il faut savoir qu'à cette époque, le style prédominant à Toulouse, c'est Joseph-Marie Vien.
C'est vraiment ce qui domine dans cette région à cette époque. Je vous mets un exemple d'un de ces tableaux, et à savoir que était le maître de David. C'est assez important, et on peut trouver chez Vien déjà certains éléments de la réforme de David, on va dire, de la peinture, de la nouveauté qu'il va apporter. Certains éléments sont déjà perceptibles chez Vien, même s'il est encore rattaché quand même beaucoup à la musique, à la peinture de la période Louis XV et Louis XVI, début Louis XVI. Alors ensuite, son principal professeur à Ingres, donc il va voir pendant 6 ans, donc il va vraiment le marquer, c'est Guillaume Joseph Roch, qui était un peintre qui a fait un séjour à Rome, même s'il n'a pas gagné le prix de Rome, mais qui a fait un séjour à Rome, qui avait au départ un style à la Poussin, puis ensuite il s'est inspiré de Greuze, et enfin il a été influencé par les premières œuvres de David. Il va avoir une influence très importante sur Ingres à plusieurs niveaux. D'abord, c'est lui qui va donner l'amour de Raphaël à Ingres. Ça, c'est très important. Deuxième point, c'est lui qui va expliquer et qui va convaincre Ingres de la primauté, de l'Antiquité et de la Renaissance italienne dans l'histoire de l'art. Ce qui explique, c'est l'amour et surtout les inspirations qu'il va aller y chercher. Il va bien sûr, Roch, être le défenseur de l'école de David, parce qu'il faut bien évidemment vous douter que quand David fait ses tableaux, évidemment, c'est une révolution, il y a des défenseurs, des gens qui vont adorer, mais d'autres qui vont être des détracteurs, parce qu'ils préféraient la peinture qui se faisait sous Louis XV. Roch était aussi un excellent portraitiste. C'est marrant quand on sait que Ingres l'était. Donc ça aussi, il lui a transmis. Et dernier point très important, Roch va recommander Ingres à David. Il ne faut surtout pas résumer Ingres par David, parce que vous ratez le plus important, tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui va marquer sa carrière. Quand il arrive chez David, il a déjà ses idées qui éclairera toute sa vie, il a déjà ses spécificités techniques, il a déjà été préparé à la peinture de David par Roch. Donc finalement, ça va être un perfectionnement et puis surtout un travail de réseau. Il va être très malin, il va suivre les enseignements de David, qui va le mener jusqu'au prix de Rome, qui va lancer sa carrière, qui va le permettre d'aller en Italie et de pouvoir vraiment étudier les tableaux de la Renaissance italienne et des Antiquités et des œuvres antiques. Donc pour lui, il faut surtout prendre en considération sa formation avec Roch à Toulouse. On termine la période régionale par un deuxième prix de violon au Conservatoire de Toulouse en 1796. Donc voilà, vous voyez que, et c'est donc à la suite de ça qu'il sera deuxième violon à Toulouse aussi, hein, c'est grâce à ça. Il va rester très peu de temps, puisqu'en 1797, il fait son départ pour Paris, mais ça c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo sur la période parisienne de Ingres et dans l'atelier de David, qui est aussi importante, et surtout on va voir enfin des tableaux, on va parler peinture, on va commenter, on va voir un peu quelle image et quelle réception a eu Ingres, on va rentrer dans le vif du sujet à la prochaine vidéo qui va arriver très prochainement. D'ici là, et pour savoir que la vidéo est mise en ligne, abonnez-vous, hein, c'est gratuit donc ça vaut le coup. Pour suivre l'actualité et avoir un maximum d'informations sur la chaîne, vous avez le lien pour la page Facebook. Et je vous dis, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Donc peut-être il y aura Ingres, mais certainement pour d'autres vidéos sur des concerts, sur des CD. En attendant l'épisode Ingres. Ciao.